Dès le départ, en fait, j'ai eu l'envie de tresser plusieurs existences euh, pour pouvoir évoquer comme ça des thèmes différents, des sentiments différents. Donc le roman tresse plusieurs vies sur une même journée. Un père qui est derrière sa fenêtre, qui regarde passer les gens sur un carrefour et qui pense à sa vie et qui pense à son fils qui se trouve au même moment sur la mer Égée, sur un bateau humanitaire. Donc il y a aussi le fils sur son bateau. Il y a Doris, l'amoureuse du fils, qui fuit un peu cette histoire, qui part en avion et arrive au Portugal et sur un coup de tête se lance dans une drôle d'aventure pendant cette journée. Il y a Stan qui vient accompagner sa femme Magda à l'hôpital, Magda dans sa chambre qui pense à la beauté des étés, et puis Ahmad qui tous les matins vient devant la fenêtre du père avec son carton et qui s'assied là, passe sa journée là. Et donc ce sont des personnages qui sont liés soit affectivement, le père, Tom et Doris, mais tous aussi liés par ce carrefour que Tom connaît, au-dessus duquel passe l'avion de Doris, qui se trouve à côté de l'hôpital dans lequel Stan emmène Magda. Donc il y a aussi ce lieu comme ça qui les fédère. Et donc c'était une façon de parler de thèmes très différents, des relations père-fils, de la paternité, des relations sentimentales, de l'exil. On raconte aussi tout le périple d'Ahmad jusqu'ici. Et puis ce qui m'amusait, c'était aussi d'essayer de construire ça un peu comme un film, en fait, de travailler sur les transitions visuelles. Par exemple, au début, le père regarde le carrefour, son fils, on passe au fils sur le bateau, le sillage du bateau entre en écho avec le sillage d'un avion dans le ciel que le père aperçoit. On entre dans l'avion dans lequel on trouve Doris. Stan, qui sort de l'hôpital au même moment, aperçoit l'avion dans le ciel. Donc il y avait aussi une espèce de petit plaisir de cinéma comme ça, à travailler les transitions entre les personnages comme ça qu'on retrouve. Ce qui m'intéressait aussi, parce que j'ai beaucoup écrit sur la complexité de tout ce qui nous traverse dans un même instant, toutes les strates d'émotions comme ça. Mais cette fois, c'était plutôt de travailler sur le fait que dans un même instant, il se passe des tas de choses très différentes. Des tristes, des joyeuses, des anodines, et cette manière dont tous ces instants comme ça nous fédèrent. Et ça peut être aussi ludique, ça peut être le fait qu'en ce moment même, dans plein d'endroits différents du monde, des gens entrent dans leur douche et se mettent à chanter et constituent comme ça une espèce d'opéra de salle de bain. Ça peut être, il y a en fait ces existences comme ça qui sont tressées. De temps en temps vient s'intercaler une toute petite séquence qui commence par au même instant et qui peut aussi mettre en série comme ça d'autres personnages. Ça peut être au même instant une mamie fait de l'aquabike, et puis voilà, ça peut être aussi des choses plus douloureuses. Voilà, c'est une manière comme ça aussi d'essayer de rendre compte de cette simultanéité et de tout ce qu'elle peut avoir de troublant comme ça, de penser qu'un petit instant qu'on vit est vécu de manière tellement différente par tellement de gens tout autour. Et en plus de ces personnages principaux, il y a d'autres personnages qui peuvent apparaître, qu'ils rencontrent, qui peuvent apparaître sur une séquence, mais qui peuvent aussi revenir ponctuellement dans le livre. Par exemple, une hôtesse de l'air de l'avion que prend Doris, ou bien la gardienne de l'immeuble du père qu'on va retrouver comme ça plusieurs fois. Donc voilà, il y a aussi d'autres existences qui sont traitées mais plus ponctuellement. Ça peut être aussi des gens qui sont en train de faire des activités, un grutier sur un port. Ça peut être aussi un homme qui, dans le hall de l'hôpital dans lequel se trouve Magda, passe une autolaveuse. Et puis il peut y avoir aussi même des zooms sur des entités vivantes, mais auxquelles d'habitude on ne prête pas de monologue. Par exemple des homards qu'on plonge dans l'aquarium d'un restaurant, et j'essaye d'évoquer un peu leur expérience. Ou même des bactéries qui se trouvent sur le lino de ce sol d'hôpital et qui voient arriver avec terreur l'autolaveuse. Et j'ai appris que ces bactéries, en fait ces bactéries qui sont à l'origine de nous, bien avant les poissons, bien avant mon ancêtre poisson, on les loge toujours à l'intérieur de nos corps en fait, elles se trouvent dans nos intestins.
Donc elles ont été tellement intelligentes qu'elles ont produit les corps qui allaient leur servir d'hôtes en fait. Et ça c'est une histoire qui me trouble et que je raconte donc, au moment où ces bactéries ont peur de l'autolaveuse de Biram qui arrive vers elles. Donc c'est aussi ça, cette chose que je faisais aussi dans d'autres livres, de prêter des pensées à des entités auxquelles d'habitude on ne prête pas. Et je crois que c'était aussi au cœur de la pièce, la conférence des objets, et cette fois pour des objets, donc même pas des entités vivantes comme les homards ou les bactéries. Et je crois au fond que je me suis rendu compte que c'était comme un exercice d'empathie, en fait. Que si on arrive à épouser jusqu'au point de vue des homards, mais jusqu'au point de vue aussi des bactéries, voire jusqu'au point de vue d'un objet, alors on accédait à une sorte de porosité au monde qui était, voilà, au fond, qui me paraît assez essentielle. Oui, donc le roman est construit par petites séquences, qui vont d'un personnage à l'autre, ils reviennent, etc., dans l'ordre chronologique de cette journée. J'avais pensé par exemple au film d'Atman, Shortcuts, pour travailler justement ces transitions. Il y a des moments aussi qui les fédèrent. Par exemple, il y a un moment où la pluie tombe et cette pluie, le père la regarde par sa fenêtre. Stan court sous la pluie en bas, Ahmad aussi, il se cogne presque. Magda regarde aussi la pluie, cette même pluie à travers sa fenêtre, et en fait les seules personnes qui échappent à cette pluie sont Tom et Doris. Et voilà, c'est un petit moment fédérateur comme ça où ces corps se trouvent pris dans une même expérience. Voilà, sinon parfois il y a des transitions comme ça par motif, une pensée commune, comme une transmission de pensée d'un personnage à l'autre. C'est aussi construit sur des suspens, de savoir, alors je ne sais pas jusqu'où je vais dans ce que je révèle de Doris, mais voilà, elle se lance dans une aventure un peu étrange et on se demande où ça va la mener. Elle imagine plusieurs dénouements possibles. Un autre suspense, c'est de savoir si Doris et Tom vont se réconcilier, puisqu'ils sont brouillés. Tom aussi se trouve sur ce bateau. Enfin voilà, il y a aussi des suspens sentimentaux, des suspens plus liés à... Il y a une scène dans laquelle je pensais plutôt à Tarantino. Ça mêle un peu aussi les genres et les couleurs. Il y a aussi des petits suspens locaux, comme ça, des petits moments. Et comme vous dites, qui créent des toutes petites épopées, des épopées minuscules. Dans des séquences qui permettent de travailler sur des sentiments, sur différents sentiments qui peuvent nous relier. Oui, c'est vrai que je suis encore plus présente comme narratrice dans ce roman que dans les autres, avec plusieurs types de présence d'ailleurs. Par exemple, il y a 3 séquences dans lesquelles je vais rendre visite à mes personnages. Je vais m'asseoir à côté de Doris dans le taxi pour essayer de la consoler, de lui dire que les ruptures ne sont pas des choses sûres. Du coup, je me dis que je devrais aller voir Tom sur le bateau. Je vais voir Tom sur le bateau pour essayer de le convaincre de renouer avec Doris. Et puis plus tard, il y a un moment où je viens dans la chambre d'hôpital, m'asseoir à côté de Magda et essayer de lui changer les idées. Donc il y a ça, ces petites incursions comme ça auprès des personnages. Il y a aussi le fait que je m'adresse beaucoup à mon lecteur, comme j'aime toujours le faire. Et peut-être encore plus dans ce roman-là, j'ai l'impression que plus le temps avance et plus je trouve extraordinaire en fait cet espace-là du livre. C'est un espace extraordinaire parce que c'est un espace dans lequel, par exemple, j'ai pu rencontrer mon arrière-arrière-grand-père dans mon ancêtre poisson et vous le faire rencontrer. Et là, je trouve que c'est un espace extraordinaire parce que je me rends compte à quel point en fait on est dans ce relais des imaginations qui font le travail de l'écriture et le travail de la lecture, et qui est une chose évidemment que tout le monde sait, que je sais depuis toujours, mais quand j'y pense, elle me semble très très troublante en fait. Et cette possibilité qu'on a d'inventer juste avec une phrase un lieu, un moment, une situation, un personnage qui n'était pas là
quelques minutes auparavant, et qu'ensuite le lecteur prenne le relais de ça, complète, avec ses propres souvenirs, ses propres... les espaces qu'il connaît, enfin la manière dont il va compléter en fait cette proposition ouverte qu'est l'écriture. C'est quelque chose qui me touche infiniment. Et du coup, il y a quelques pages dans lesquelles je parle aussi de ça, dans lesquelles je vous parle de cette relation incroyable qui peut se tisser dans un livre, et qui est évidemment une relation différée, mais extrêmement puissante en fait. Et je crois que j'ai vraiment besoin, quand j'écris, d'anticiper la présence du lecteur, et voilà, je trouve très beau d'essayer de créer cette relation à l'intérieur même du livre, cette relation qui va se faire, mais que j'essaye aussi de rendre, de décrire, à un moment je dis aussi que c'est presque comme une danse avec le lecteur, ou bien encore à un autre moment je me rends compte que tout ça ressemble beaucoup au jeu de l'enfance, quand on se disait tiens, toi tu serais ça et moi je serais ça, et il y a quelque chose qui se rejoue vraiment de ces fables qu'on inventait enfant à plusieurs, c'est-à-dire voilà, quelqu'un lançait une proposition, et ça c'est le travail de l'auteur, et puis ensuite les imaginations étaient relayées, et voilà, il y a quelque chose de très, finalement quand même, de très troublant dans cette opération-là, et que j'essaye de célébrer aussi dans ce livre. Voilà, c'est vrai qu'il y a de l'humour, une certaine tristesse aussi, et de la pudeur. Alors, difficile aussi de parler de pudeur, mais je crois que c'est une chose... voilà, il y a des émotions comme ça très fortes, certaines très tristes, mais en même temps toujours l'humour qui essaye de les... Enfin, qui paraît central, qui est aussi au cœur de la relation. Enfin, c'est aussi grâce à l'humour que cette relation se crée avec le lecteur. Ici, par exemple, il y a un moment où je me rends compte, et où je le dis, où je me rends compte qu'un personnage qui par ailleurs ne me ressemble pas du tout, qui, sur certains aspects, il y a un personnage qui peut même me gêner, est là aussi pour porter un chagrin que j'ai eu, et voilà, je me rends compte de ça et je le dis. Donc je me découvre un petit peu comme je me découvre là aussi un peu à la fin dans cette Poisson. J'avance un peu dans le dévoilement, mais j'écris surtout dans un espace comme ça un peu plus trouble, où les émotions sont transmises sans être nommées de manière frontale, mais ils sont plutôt comme ça, comme une espèce de brume douce dans laquelle le récit avance. J'en dis de plus en plus sur moi. C'est une grande joie d'écrire. Évidemment, il y a des moments où on se pose des questions, on a l'impression qu'on ne va jamais résoudre une question de structure, où on doute d'une page qu'on a écrite, ou on doute de... Voilà, il y a plein de doutes, mais essentiellement c'est une très grande joie, et je crois que c'est... Une des joies les plus extraordinaires, c'est de créer des existences, en fait, en sachant qu'elles sont volatiles. Et d'ailleurs, je m'adresse à un moment à Tom, et je lui dis, voilà, toi tu sauves des vies, moi j'en crée à ma façon, qui sont évidemment des volatiles, ce sont des choses, voilà, c'est peut-être moins fort que des vies réelles, mais à la fois c'est inouï quand même d'avoir cette chance-là de pouvoir créer des existences avec des phrases, de pouvoir créer des mondes et de les partager. Et voilà, il y a une chose là qui est très jubilatoire, et j'ai aussi envie de transmettre cette joie. Enfin, je pense que l'humour, il est là à la fois pour faire passer ce qui peut être plus triste, ou il est là aussi parce que c'est ma façon, c'est ma relation au monde en fait. Enfin, c'est ma façon aussi peut-être de me défendre. C'est ma façon d'être aussi, cet humour-là. Il est très essentiel dans mon rapport au monde. Mais il est aussi une part essentielle de cette relation que j'essaye de tisser, et il est là aussi comme une des expressions aussi de cette joie d'écrire,
cette joie de fabriquer, qui est presque une joie artisanale. Enfin, j'ai toujours la sensation vraiment d'écrire avec les mains, ça, et que du coup c'est presque une glaise, la phrase, et je modèle comme ça des figurines, et j'ai vraiment la sensation d'un travail physique quand j'écris, en fait, même si le corps est assis, malgré tout il y a une implication comme ça du corps, des bras, des mains, la sensation des touches sur la pulpe des doigts, tout ça c'est le travail comme ça on modèle des personnages, mais vraiment avec les mains, on écrit vraiment avec les mains. Et ça aussi c'est une joie de produire, de fabriquer. Je pense que c'est une joie que tout le monde peut éprouver, voilà, de fabriquer quelque chose. Et là ce sont des phrases et des mots. La proximité avec l'écriture de théâtre, j'y pense pas tellement. En revanche, mon goût pour le cinéma, ça c'est sûr que c'est une chose qui travaille mon écriture, je pense, de différentes manières, en fait. Il y a le goût pour les images, essayer, voilà, de peindre des lieux, mais aussi un goût pour les zooms, pour les panoramiques, et même aussi un goût pour ce qui, dans la vie même, ressemble à une expérience de cinéma. Par exemple, les trains, c'est vraiment la plus belle expérience de travelling qu'on puisse faire, c'est les trains, ou bien la voiture en tant que passager. Et là, il y a tous les paysages qui défilent derrière la vitre du taxi que prend Doris. Voilà, ça c'est presque des petits moments de cinéma, ces descriptions de paysages, ou comme on voit parfois les paysages par les voitures des films de Jarmusch, ou de plein de films, il peut y avoir ça. Et puis d'avoir des personnages comme ça aussi différents, ça permet aussi d'aborder toutes sortes de questions de manière ça floue et toujours romanesque, mais là Magda se souvient de ses promenades sur la plage, et du coup elle se souvient des bunkers, et du coup elle pense à la guerre, à l'expérience de ses parents, et puis il y a la guerre qu'a connue Ahmad, et puis il y a la prison à côté de la maison du père devant laquelle Tom passait enfant, et puis il y a d'autres prisons, et puis voilà, c'est aussi le fait d'avoir toutes ces vies différentes au même instant, c'est aussi une manière de pouvoir brasser toutes sortes de motifs. C'est à la fois très romanesque et très cinématographique, et en même temps comme ça se voudrait aussi un éloge de la relation avec le lecteur, de la joie d'écrire et de la joie inouïe du relais des imaginations. La vérité sur ce titre, c'est que donc j'ai eu quelqu'un de très proche qui a été très longtemps à l'hôpital et qui avait des traitements très chers. Et à un moment où il est sorti juste 15 jours, on sait que les traitements sont chers, mais il fallait que j'aille à la pharmacie, et c'était une boîte de médicaments qui coûtait plus de 1 000 €. Et tout d'un coup, je me suis dit, voilà, il aurait fallu, si on n'avait pas eu la sécurité sociale, il aurait fallu au bout d'un moment faire des emprunts, enfin ça aurait été très compliqué. Et j'ai éprouvé une sorte de reconnaissance folle à la pensée de vous tous, en fait, qui étaient en train de participer à cet effort, et le fait que, voilà, qu'on soit tous en train de donner de l'argent pour des vies, en fait. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, l'hôpital public, et ça m'a touchée, et j'ai pensé à ça, à ce que c'était qu'une existence, à l'expression le prix d'une existence, voilà, combien ça coûte une existence, qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour sauver une existence. Et voilà, je ne sais pas s'il faut garder ça, mais je pense qu'à l'origine c'était ça. Les premières fois que j'ai prononcé en moi-même ce mot-là d'existence, ce que c'est qu'une existence, du prix d'une vie. Et du coup, je crois qu'il y avait ça au départ, et puis ce que c'est qu'une existence, c'est aussi, voilà, c'est un titre. C'est parce qu'au fond, c'est ça qui m'intéresse dans chacune de ces vies, d'essayer. Non pas de répondre à cette question, parce que la fiction n'est pas du tout là pour répondre, mais d'essayer de faire trembler cette question à travers chacune de ces vies. Ce que c'est qu'une existence, voilà. Ce que c'est que tous les matins de s'asseoir sur un carton, sur un carrefour. Ce que c'est d'être un septuagénaire avancé et de regarder par sa fenêtre et de penser qu'on a moins de temps devant soi que derrière soi. Ce que c'est qu'être sur un bateau, regarder la mer à travers ses jumelles pour savoir s'il y a des gens qui sont en danger, ce que c'est que
vivre une rupture amoureuse, ce que c'est que d'être dans un hôpital et de ne pas savoir si on sera là à la fin de l'été, ce que c'est de se souvenir aussi, quand on est dans cette situation d'être malade, de se souvenir au fond de tout ce qu'on a vécu et de sentir que ça n'a pas été rien, peut-être plus encore que le père devant sa fenêtre. Voilà, c'est la manière dont ça... Ce que c'est aussi que d'errer dans la ville, ce que fait Stan pendant que Magda est dans la chambre d'hôpital, ce que c'est d'être confronté à ces émotions-là. Voilà, de faire trembler à travers chacune de ces vies cette question-là. Ce que c'est